Alors, nous allons faire un coucou à Tiana. Alors, Tiana est donc facilitatrice graphique et elle nous propose tout au long de nos échanges, de ce qui va être dit, de vos contributions, de modéliser, de faire une synthèse modélisée de nos échanges. Donc, coucou Tiana. Donc, voilà, vous pouvez voir que déjà, c'est déjà magnifique. Hein. Donc, charge à nous d'échanger, de lui proposer plein de choses, qu'elle ait matière à faire voilà, une jolie synthèse graphique. Merci Tiana. Ce que l'on va vous proposer maintenant, c'est un nouveau Padlet, outil collaboratif, sur lequel, au fil des interventions dont vous allez bénéficier, à la fois une réflexion avec André Chauvet sur la thématique et ensuite 2 présentations de projets. Ce que l'on vous propose, c'est de pouvoir mettre vos idées au fil de ce que vous allez entendre, au fil de ce que ça évoque un petit peu pour vous. Vous allez pouvoir contribuer dans le Padlet qui s'intitule « Récoltons vos idées », puisqu'on aura besoin de toutes ces idées, toutes ces contributions pour revenir ensemble dessus avec André et les intervenants. Pour essayer de revenir, d'échanger sur les idées importantes, sur ce que vous souhaitez en fait. Hein. Alors, on a fait 4 colonnes. Une première colonne, comment construire des partenariats. Une deuxième, comment faire pour que ces partenariats soient au service de tous. Une troisième, comment pérenniser ces partenariats. Et enfin, une colonne, autres idées ou commentaires, puisque si vous avez envie de noter quelque chose qui ne rentre pas dans les 3 premières, il n'y a pas de problème, vous pouvez mettre dans la 4e colonne. J'espère que c'est bon pour tout le monde. Alors, je vous montre, si vous voulez poser une idée dans une colonne, vous avez un petit plus dans chaque colonne. C'est très simple, vous cliquez et vous mettez une super idée. Hop là. Voilà, une fois que vous avez noté le texte, vous pouvez cliquer autour, votre idée est là. Vous pouvez bien sûr la supprimer si vous vous êtes trompé. Et voilà, donc n'hésitez pas à contribuer puisqu'on en aura besoin pour échanger à la fin. Voilà, si vous avez un souci technique, encore une fois, vous pouvez le mettre, l'indiquer dans le chat. Nous allons donc passer maintenant à l'intervention d'André Chauvet. Bonjour André. Alors, d'abord, je vais t'inviter à te présenter pour tout le monde. Donc, André Chauvet, coordinateur thématique EPAL, chargé un peu du thème des transitions professionnelles, de l'accompagnement et de l'inclusion sociale. Très bien. Alors, André, pourquoi le choix de cette thématique aujourd'hui? Alors, l'idée de travailler sur ces 3 thématiques en même temps, la coopération, l'innovation et la question des territoires, renvoie une observation assez simple. C'est que la plupart des cahiers des charges et des mesures publiques aujourd'hui mettent une sémantique en fait qui est un peu toujours la même, coopération des acteurs au service du bien commun, territoire inclusif, intelligence collective, innovation, qui sont tout le temps dans un sens ou dans l'autre, toujours entremêlés. Donc pour nous, c'était important de peut-être d'essayer d'y voir un petit peu plus clair dans tous ces éléments-là et peut-être donner la parole à des acteurs de projet qui puissent nous éclairer en fait autour de ces questions-là. Puis il y avait aussi un deuxième aspect, c'est-à-dire que on observe sur les territoires à la fois des initiatives locales inclusives, plutôt discrètes, multiples, avec une grande panel d'acteurs, mais en même temps, la plupart des grandes mesures publiques font appel aussi à ces problématiques-là. Comment on innove au niveau du territoire, comment on essaye de faire en sorte que la plupart des acteurs puissent coopérer ensemble. Donc à la fois cette question n'est pas nouvelle, mais elle pose aujourd'hui de façon un petit peu différente, d'autant que pour un acteur public, une institution aujourd'hui, se positionner comme un acteur majeur du champ de la formation et du conseil sur les territoires, c'est non seulement montrer qu'il est capable de faire ce pourquoi il est payé et ce pourquoi il a été créé, mais aussi montrer qu'il est capable d'apporter une contribution au bien commun finalement travaillant de concert avec d'autres acteurs. Et ces autres acteurs sont aujourd'hui multiples. Donc il y avait quelque chose d'assez étonnant à observer, c'est-à-dire à la fois des initiatives locales qui sont relativement multiples, qui commencent à être écoutées, observées, et en même temps des intentions politiques fortes avec quelque part un partenariat qui n'est plus uniquement un choix des acteurs, mais quelque part une problématique sociétale multiple. Alors ça interroge des choses finalement relativement simples sur finalement une conception de l'action publique, c'est-à-dire que
Globalement, on voit clairement que l'action publique aujourd'hui va modifier la manière de poser les termes de la collaboration de chacun. Et ce qu'on voit très très clairement, même si entre le cahier des charges et la réalité, il y a éventuellement des écarts, on voit bien qu'il y a des choses qui sont aujourd'hui récurrentes. La première question, c'est vraiment celle du pour tous. Est-ce que tout ce qu'on met en œuvre du territoire contribue bien à la fois au bien commun et à la facilité, l'accès à la formation pour tous, Camille l'a évoqué sur la question de la formation. On voit bien que la question du tous, la question des invisibles, la question d'une question plutôt démocratique est aujourd'hui au cœur de toutes les problématiques dans lesquelles on est. La deuxième chose qu'on observe, c'est une volonté de la puissance publique, je dis bien une volonté, ça ne veut pas dire que c'est simple, de cesser avec une forme de verticalité de dispositifs et de prestations imposées et normées pour essayer d'être plus en écoute des problématiques locales, mais aussi en écoute des acteurs territoriaux. Et là, on a des cahiers des charges qui sont tout à fait révélateurs de ça, notamment le cahier des charges 100% inclusion, dans lequel la possibilité de répondre à ça suppose d'être maillé sur un territoire avec d'autres acteurs, suppose de fabriquer de l'énergie collective pour contribuer à quelque chose qui a de la valeur pour les habitants du territoire lui-même. Donc on voit bien que même si on est loin d'une bascule radicale, on est vraiment dans des intentions fortes qu'on retrouve aussi au niveau des politiques européennes aussi, de la même manière. C'est-à-dire comment tout ça concilie à faire évoluer le partenariat de quelque chose qui était plutôt un choix des structures pour essayer d'augmenter leur efficacité, de se partager plutôt le public, se partager les territoires, à quelque chose qui est plutôt une volonté affirmée de la part des acteurs et de la part des politiques publiques au sens large du terme, autour à la fois d'une meilleure efficience, mais d'une meilleure prise en compte de tous les publics, au service finalement d'une légitimité qui n'est pas uniquement liée à la qualité des structures et leur pertinence, mais aussi la qualité du service qu'ils vont pouvoir rendre au plus près des publics eux-mêmes. Et ça, c'est relativement nouveau. Alors, on verra ensemble que c'est pas forcément si simple, mais on voit bien qu'il y a ce déplacement-là. Et dans les politiques publiques aujourd'hui, il y a un autre élément, sur lequel je reviendrai peut-être un petit peu tout à l'heure, c'est la place des personnes pour qui on a construit le service. C'est-à-dire, quelle place et quelle contribution des personnes dans la construction des services. Et on verra, par exemple, dans l'exemple qui nous sont proposés, à quel point les acteurs et les destinataires du service peuvent être eux-mêmes partie prenante de ces processus-là. Donc, on a quelque chose qui est en grand mouvement avec finalement une forme d'illisibilité pour l'ensemble des acteurs et clarifier un petit peu tout ça nous semblait relativement intéressant et urgent, en sachant que on voit bien qu'il y a des variétés aussi de modalités, de formes, d'objets en termes de travail coopération. C'est-à-dire que on a des projets qui sont plutôt une alliance autour d'un projet qu'on a finalement qui est poussé par un des acteurs et qui cherche finalement des partenaires pour fabriquer quelque chose autour de ce projet-là. Le projet européen est souvent construit comme ça. J'ai une idée, j'essaie de trouver des acteurs qui sont intéressés par ça, qui peuvent apporter leur contribution. On a quelque chose de relativement nouveau, c'est-à-dire que la co-construction de projets qui sont plutôt liés à la capacité d'analyser une problématique commune sur un territoire. Et ça, c'est particulièrement intéressant parce que ça veut dire que je ne vais pas m'allier à des partenaires sur un objet qui a déjà été fabriqué, je vais m'allier à des partenaires pour fabriquer des réponses qui sont adaptées au regard d'une problématique qu'on a partagée, mais problématiques qui peuvent être aussi les valeurs qu'on a par rapport à ça. Ce qui veut dire que la nature même des contributions, la manière de travailler ensemble, la manière aussi de co-construire, mais aussi la manière de pérenniser les projets va se poser finalement de façon relativement différente. Donc, c'est un petit peu tout ça qui nous a amené aujourd'hui à nous intéresser à ces questions-là. Alors, en sachant quand même que derrière tout ça, il y a aussi une logique d'efficience. Comment la puissance publique aujourd'hui essaye de mutualiser les moyens, de mutualiser les ressources pour que finalement le service soit mieux rendu, pour éviter finalement une partition d'acteurs qui eux-mêmes peuvent être redondants sur un certain nombre de pages de service, vous l'avez compris tout à fait, mais aussi tout simplement le fait qu'on va demander de plus en plus à chacun des acteurs d'avoir une pluricompétence et notamment une compétence d'ingénierie collective et d'ingénierie de projet. Et au niveau de la pérennité des projets, n'y a-t-il pas du coup un risque que les projets prennent fin lors du désengagement quelque part de ceux qui l'ont créé? Alors, ce qui est bien, c'est que Céline me pose la troisième question avant de me poser la deuxième. C'est parce que en quoi ces éléments sont vraiment nouveaux? J'avais l'impression que tu avais répondu. Non, en fait, on est en direct là. Mais alors, en quoi ces éléments sont vraiment nouveaux? En quoi ces éléments sont particulièrement nouveaux, Céline? Alors, il y a des points qui sont complètement fédérateurs, c'est-à-dire qu'on va retrouver le terme partenariat, on le voit apparaître dans le monde de la formation dans les années 80-90. Et avant, il n'existe pas, avec l'idée qu'au fond, on va mutualiser les ressources et les énergies au service du rayonnement et de l'efficience. C'est vraiment pour faire relativement simple que j'évoque tout ça. Globalement, ce qu'on observe
Avant, c'était plutôt une tendance à se partager le public, à se partager les territoires et éventuellement à se répartir les rôles. Ça, c'est vraiment très, très frappant quand on regarde l'histoire des partenaires. Donc, ça veut dire que ça posait immédiatement la question de leur pérennité, pour reprendre la question qu'on évoquera tout à l'heure, mais aussi tout simplement à leur capacité à influencer les politiques publiques et les politiques locales. Donc, on voyait bien que le risque qu'on avait, c'est qu'au fond, une fois que les acteurs disparaissent, une fois que le projet lui-même se termine avec un début et une fin, la capacité à modéliser les projets, la capacité à les faire vivre, c'est-à-dire à imaginer une continuité des projets. Je vais beaucoup m'intéresser à la durabilité des projets. Est-ce que les projets sont durables au-delà des personnes qui y contribuent? Ce sujet est crucial. Donc, ce qui veut dire que, si je reviens un petit peu à la question que je souhaite évoquer, en quoi c'est nouveau? Alors, à la fois, sur le fond, c'est pas totalement nouveau, mais qu'est-ce qui est nouveau? Alors, il me semble qu'il y a quelque chose qui est assez radical dans la nouveauté, c'est qu'il y a un élargissement du type d'acteurs. Ça, c'est vraiment très clair. C'est-à-dire, quand on regarde les projets 100% inclusion aujourd'hui, sans doute pour la première fois depuis des années, on voit apparaître le public destinataire du service comme contributeur du projet lui-même. Muriel peut-être l'évoquera aussi, comment le public jeune a été contributeur, contribue en permanence à la question de à la fois de la définition du projet, de sa construction, de sa co-construction et peut-être d'une certaine façon à sa capacité à fédérer des acteurs. La deuxième chose qui est relativement nouvelle, c'est que l'histoire des projets, c'était plutôt des projets ficelés avec des plans d'action. Aujourd'hui, on a quand même beaucoup plus des processus d'itération, c'est-à-dire où les projets sont régulés tout au long de leur avancée. Alors aujourd'hui, on régule bien sûr parce qu'il y a le Covid et qu'on est obligé d'innover quasiment au fil de l'eau, mais on voyait bien qu'il y avait quand même une tendance forte à plutôt essayer de planifier les projets avec les différents acteurs, la répartition des rôles et éventuellement des indicateurs de performance qui sont statués au regard de ces éléments-là. Dans ce qu'on observe aujourd'hui des projets qui sont mis en œuvre, on a des processus de régulation et donc de pilotage de projets qui sont à la fois plus souples, plus exigeants et qui sont adaptés. Alors, adaptés à des choses très simples, c'est-à-dire que si le public lui-même ne répond pas aux usages qu'on avait imaginé, forcément, soit on n'a plus de public, soit effectivement on fait bouger le projet. Il me semble qu'il y a une grande latitude aujourd'hui de différents acteurs de s'ouvrir à d'autres options, de réfléchir, alors pour reprendre le petit dessin sur les roues crantées, à comment on va incrémenter tout ça pour d'une certaine façon on puisse tout le temps, au fil de l'eau, produire le service qui est le plus adéquat. Et ça, c'est relativement nouveau, ça suppose une capacité d'intelligence collective, bien sûr, mais une capacité à réinterroger l'analyse qu'on avait fait a priori qui nécessite finalement une interrogation relativement permanente. Alors, ce qui veut dire que entre le partage des tâches et l'innovation, ça pose la question de, au fond, c'est quoi l'innovation? Et il y a une difficulté dans laquelle on est aujourd'hui beaucoup, notamment dans les projets innovants. Souvent, l'innovation est réduite à la question de la modalité. En gros, si vous voulez innover aujourd'hui, il faut mettre public partie prenante et il faut mettre du numérique, quoi. Et il me semble que le vrai risque qu'on pressent aujourd'hui, c'est de réduire l'innovation à la question de la forme et de la modalité. Il y aurait du numérique dont ce serait forcément innovant, alors qu'on a des choses qui sont parfaitement innovantes et qui utilisent très peu le numérique. Donc, cette question-là me semble finalement redoutable parce qu'on a un vrai risque aujourd'hui d'attribuer finalement l'étiquette d'innovant à des choses qui sont que du repackaging, en fait, de prestations qui sont de même nature, dans lesquelles le fond lui-même n'est pas changé. Et ça me semble vraiment tout à fait crucial. Et puis, dernier point, c'est-à-dire que la question même de la réponse dans un environnement incertain, avec des publics finalement qui eux-mêmes, comme nous, en tant que professionnels, dans la situation de Covid, sont finalement coltinés en permanence au fait de l'imprévisibilité, notre capacité à gérer quasiment en temps réel ce qu'on va proposer au public, c'est aussi notre capacité d'agilité nous-mêmes pour le faire. Donc ça suppose, du côté des acteurs, à la fois une capacité à collaborer ensemble, à mutualiser les ressources, mais à inventer, chemin faisant, des stratégies auxquelles on n'a pas pensé. Et ça veut dire que s'ouvrir à d'autres, c'est Denis Christol, dans un dernier papier qu'il vient d'écrire sur l'innovation, insiste beaucoup sur notre capacité de sérendipité, c'est-à-dire notre capacité à nous ouvrir à des choses qu'on ne connaît pas. Et Frédéric en parlera sûrement sur la question de l'Europe, c'est-à-dire comment on s'ouvre à d'autres manières de travailler sur l'inclusion sociale. C'est quand même ça qui va aujourd'hui enrichir les pratiques d'innovation. Et du coup, tu avais sûrement une question après. En fait. Oui, tout à fait. Tu fais bien de me le demander. Au niveau des projets, alors, la pérennité des projets, est-ce que les projets, comment faire pour qu'ils soient pérennes au-delà des personnes qui l'ont créé? Alors, il y a une première question. Ça, c'est une question récurrente partout. C'est-à-dire qu'on a 40 ans aujourd'hui de projets dans le champ de la formation. On n'a finalement pas tant de projets qui ont influencer les politiques publiques, je le dirais comme ça, influencer les politiques locales, et on a beaucoup de mal à modéliser les pratiques de projet. Donc la difficulté qu'on a aujourd'hui, c'est fabriquer quelque chose qui est à la fois chemin faisant, c'est-à-dire qui est plus de l'ordre
d'un processus de projet plutôt qu'un produit qui serait avec un début et une fin, et plutôt qu'on va garantir de la continuité des projets. Il me semble que la question sur laquelle on est, mais Frédéric en parlera sûrement et Muriel en parlera aussi, c'est comment on construit de la continuité au-delà des personnes impliquées. C'est-à-dire, notre sujet aujourd'hui, c'est bien que la plupart des projets qui ont été initiés ont été initiés par des personnes, et la disparition de ces personnes dans ces projets pose la question de est-ce que les gens sont remplaçables dans les projets. Et si la réponse est non, ça pose un problème de politique publique, voire de politique européenne, c'est-à-dire que ça veut dire qu'on a du mal à être réflexif nous-mêmes sur les projets qu'on engage, et on a du mal à avoir de la distance sur notre capacité à tirer les leçons et les bénéfices de tout ça. Ce qui veut dire que je pense qu'il y a vraiment une question assez centrale, comment on distingue des projets qui seraient plus des produits finis, d'une certaine façon, à des projets qui seraient plutôt l'initiation de processus coopératifs avec tous les acteurs du territoire, comment on mobilise des outils, chemin faisant, plutôt des processus agiles dans lesquels on est capable de faire bouger la finalité, de faire bouger les usages, de faire bouger les projets, voire de faire bouger les acteurs au regard de l'évolution de la problématique elle-même. Et il me semble que là, ça pose vraiment des questions alors techniques redoutables de est-ce qu'on est tous équipés pour ça, à la fois cognitivement, presque affectivement, et d'une certaine façon, méthodologiquement, est-ce qu'on est équipé par rapport à des démarches qui sont plus capables de gérer l'incertitude dans les mécanismes de projet qui ont été plutôt centrés sur la planification. Mais il faut faire toute confiance aux acteurs, et on aura 2 beaux témoignages qui tout cela est possible. Tout à fait. Et merci beaucoup, André. Et justement, avant de